Bonjour, je suis Audelin. Mon mari m'avait dit que je ne m'en sortirais pas, alors il a fait une valise pour Miami avec ma sœur. Pendant que la chimio s'écoulait dans mes veines, ils ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime, riant, chuchotant, attendant que je meure. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais laissé quelque chose derrière moi, quelque chose qui les ferait hurler. Avant que nous commencions, dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que votre famille attendait que vous disparaissiez? Dites-le moi dans les commentaires. Je n'ai même pas entendu le papier se froisser alors que je le broyais dans ma main, les mots du médecin flottant encore dans l'air stérile. Stade 3, agressif. J'étais assise là, seule, le froid de la chaise en vinyle s'infiltrant dans ma peau, le vieux carnet de croquis de ma mère en équilibre sur mes genoux, comme s'il pouvait m'ancrer à quelque chose qui avait du sens. Je l'ai ouvert, touchant les traits de crayon estompés qu'elle avait autrefois dessinés lorsque ses mains étaient encore fermes, avant que le cancer ne l'emporte. Je pensais être venu pour un contrôle de routine. Je pensais être à la maison à temps pour finir la commande sur laquelle j'étais en retard. Je ne pensais pas que je quitterais l'hôpital avec une nouvelle étiquette épinglée sur ma poitrine, telle une lettre écarlate. Quand j'ai appelé Quillon, mes doigts tremblaient si fort que j'avais à peine la force de composer son numéro. Il a décroché, sa voix distante, sèche. « Qui a-t-il, Odelle ?» J'ai dégluti, je lui ai annoncé la nouvelle, les mots m'écorchant la gorge. J'attendais cette pause, cette inspiration brusque, la promesse qu'il viendrait, que nous affronterions cela ensemble. Mais il y a eu un silence, une toux, puis, je passerai demain. Je suis occupé aujourd'hui. Juste comme ça. Occupé aujourd'hui. Comme si ma vie ne venait pas d'être coupée en deux. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille longtemps après qu'il a raccroché, le bourdonnement de la ligne coupait plus fort que n'importe quel cri. Dehors, le printemps d'Austin était en pleine floraison, mais cela ressemblait à une blague cruelle alors que je me glissais sur la banquette arrière d'un taxi. Des lupins bleus bordaient les routes, se balançant dans la brise que je ne pouvais pas sentir. J'ai serré le carnet de croquis contre moi, me souvenant de la façon dont les mains de ma mère tremblaient lorsqu'elle dessinait, de la façon dont elle essayait de dessiner à travers la douleur. Le chauffeur m'a jeté un regard dans le rétroviseur une fois, ses yeux retournant rapidement à la route quand il a vu que je n'allais pas pleurer. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres se transformer en taches floues de vert et de bleu, comptant les secondes nécessaires pour que le feu change à chaque intersection afin de ne pas penser à quel point j'étais seul. Le temps que j'arrive à la maison, le soleil était descendu bas, déversant une lumière dorée sur la pelouse que je n'avais pas tondue depuis des semaines. J'ai laissé tomber mon sac près de la porte et me suis enfoncé dans le canapé, carnet de croquis à la main, feuilletant les pages que j'avais dessinées quand je pensais encore avoir le temps. Mon téléphone a vibré, affichant le nom de Vespé. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Sa voix était trop enjouée, trop mielleuse. « Salut Serette, je prends juste des nouvelles. On pense prendre de petites vacances, tu sais, pour nous vider la tête. Tu devrais te reposer, d'accord ?» Ces mots étaient comme des aiguilles, et j'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir, murmurant, bien sûr, Vespé. Fais ce que tu as à faire. Ma voix semblait être celle de quelqu'un d'autre. C'est plus tard, après minuit, que le silence est devenu trop assourdissant. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai ouvert l'ordinateur portable de Quillon, la lueur de l'écran crue dans le salon sombre. Je me suis dit que je vérifiais simplement les courriels, peut-être pour voir s'il m'avait pris un rendez-vous chez un médecin. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. 2 billets pour Miami. Son nom. Le sien. Le vol était dans 3 jours. J'ai cliqué sur les détails encore et encore, espérant que je me trompais, mais cela ne changeait rien. J'ai pressé une main sur ma poitrine, l'air trop dense, la pièce trop petite. Mes oreilles bourdonnaient, noyant tout sauf le son de mon cœur qui battait à tout rompre, hurlait, se brisait. Je me suis allongé sur le canapé, fixant le plafond fissuré, les mots de Quillon résonnant dans le noir. Tu ne t'en sortiras pas de toute façon. J'ai senti la trahison s'enrouler autour de moi, plus serrée que la couverture que j'ai tirée sur mes épaules. J'ai attendu que les larmes viennent, que les sanglots arrivent, mais ils ne sont pas venus. Je suis juste resté là, les yeux ouverts, inspirant et expirant, comptant chaque respiration pour me rappeler que j'étais toujours là, même s'il m'avait déjà condamné. J'ai attrapé le carnet de croquis de ma mère, le tirant près de moi, le pressant contre ma poitrine. S'il ne me reste que peu de temps, ai-je murmuré dans la pièce vide, je ne partirai pas en silence. J'ai ouvert l'ordinateur portable,
l'écran illuminant la cuisine d'une lueur pâle. L'horloge clignotait 3h04 au-dessus de la cuisinière. Dehors, la pluie tapotait doucement contre la fenêtre, un rythme qui correspondait au battement régulier dans ma poitrine alors que je parcourais les courriels de Quillon, un par un, attentive à ne rien manquer. Le carnet de croquis de ma mère était ouvert à côté de moi, sur une page avec un dessin d'elle tenant une tasse de café, souriant un matin où le monde semblait encore sûr. J'ai pressé mes doigts contre ce dessin un instant avant de retourner à l'écran. Je me suis dit que j'essayais juste de comprendre, de voir s'il y avait peut-être une explication, mais au fond de moi, je savais déjà qu'il n'y en aurait pas. Le café dans ma tasse était devenu froid, intact, alors que je me connectais au compte bancaire joint. J'ai tapé le mot de passe lentement, un étrange calme s'installant en moi. Les chiffres sont apparus, noirs et clairs, et pendant quelques secondes, je n'ai pas compris ce que je voyais. Virement après virement, retrait dans des endroits où je n'avais jamais été, restaurants où je n'avais jamais mangé, frais pour des réservations de complexes hôteliers. Ma main a survolé la souris tandis que je faisais défiler, les détails devenant flous. Puis, dans la section des notes, je l'ai vu, planification des vacances. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais, murmurant, des vacances ? Pendant que je me bats pour ma vie ? C'était si bas que j'ai à peine entendu ma propre voix. Je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain, j'ai allumé la lumière qui a bourdonné une seconde avant de s'allumer en vacillant. Le miroir m'a montré un visage que je reconnaissais à peine, pâle, les yeux cernés de rouge, les cheveux aplatis après des heures passées sur le canapé. Je me suis penché plus près, cherchant quelque chose qui me ressemblait, mais tout ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui avait l'air fatigué. Quelqu'un qui avait l'air déjà parti. Le poids de tout ce que j'avais appris ces derniers jours s'est abattu sur moi, et je me suis effondré sur le sol, le carrelage froid contre ma peau étant la seule chose qui m'empêchait de tomber plus bas. Un seul son m'a échappé, à mi-chemin entre un sanglot et un souffle. Et puis j'ai fermé les yeux, ramenant mes genoux contre ma poitrine, laissant le silence de la maison m'envelopper. Quand je suis retourné dans la cuisine, la pluie s'était transformée en une bruine continue, peignant des traînées sur la fenêtre. Je me suis assise et j'ai ouvert mon téléphone, presque sans réfléchir, parcourant les réseaux sociaux pour me distraire. Une photo est apparue. Vespé à Miami, debout sur un balcon avec un verre à la main, l'océan derrière elle, les cheveux pris dans la brise. Ce même sourire étudié qu'elle arborait depuis notre enfance, celui qui faisait croire à tout le monde qu'elle était parfaite. Mais ce n'est pas le sourire qui m'a interpellé. C'était le collier autour de son cou, un petit pendentif en or avec une pierre turquoise. Mon collier. Celui que ma mère m'avait laissé, la seule chose d'elle que je portais quand j'avais besoin de force. La dernière fois que je l'avais vue, c'était dans ma boîte à bijoux, celle de la chambre que je partageais avec Quillon. J'ai fixé cette photo. Chaque partie de moi s'est immobilisée. Le bruit de la pluie, le bourdonnement du réfrigérateur, même ma propre respiration semblait s'interrompre. Elle l'avait pris. Ils avaient tout pris. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé, mes mains tremblant si fort qu'il a glissé sur la table. J'ai rapproché le carnet de croquis de ma mère, feuilletant les pages jusqu'à ce que je trouve la note qu'elle avait laissée sur la 4e de couverture, écrite de sa main nette et soignée, « Vis pleinement, même quand ça fait mal ». J'ai suivi les mots du doigt, les contours de chaque lettre, et j'ai murmuré, « D'accord, maman ». Je ne me sentais pas courageuse, mais je me sentais éveillée pour la première fois depuis des jours. Je me suis essuyé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis retourné vers l'ordinateur portable. S'il pensait que j'allais simplement disparaître en silence, il ne me connaissait pas du tout. J'ai commencé à copier des fichiers, capture d'écran des transactions, courriels, photos, tout ce qui montrait ce qu'ils avaient fait. J'ai branché la petite clé USB que je gardais cachée dans le tiroir, celle que j'utilisais pour le travail, et j'ai commencé à tout enregistrer, en étiquetant clairement chaque dossier. J'ai glissé la clé USB dans la 4e de couverture du carnet de croquis de ma mère, en l'aplatissant pour qu'elle ne tombe pas. Je suis resté assise là un moment, le poids de ce que je faisais s'installant, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dehors, la pluie a repris de plus belle, tapant plus fort contre la vitre, et j'ai trouvé cela réconfortant, un rappel que le monde continuait de bouger, même si le mien semblait s'effondrer. J'ai pris le téléphone, composant lentement, écoutant chaque sonnerie. Quand la voix à l'autre bout du fil a répondu, j'ai dit, j'ai besoin de savoir comment me protéger. L'appel téléphonique s'est terminé avec la voix posée de l'avocat dans mon oreille, promettant qu'il me trouverait une place ce matin-là. J'ai reposé le téléphone, écoutant le tic-tac de l'horloge sur le mur,
la pluie dehors commençant à glisser sur les fenêtres en minces filets agités. J'avais 1 heure pour rassembler ce dont j'avais besoin avant de me rendre en ville, et je me suis déplacé silencieusement dans la maison, rassemblant le dossier des relevés imprimés, les reçus que j'avais trouvés dans les tiroirs, et la clé USB que j'avais cachée à l'arrière du carnet de croquis de ma mère. J'ai pressé le livre contre ma poitrine un instant, fermant les yeux avant de le glisser dans mon sac. Traverser Austin en voiture semblait différent ce jour-là. Le ciel gris était bas et lourd, les routes étaient mouillées, et les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière avec un son doux et rythmé qui manquerait plus qu'il n'aurait dû. Les feux de circulation se reflétaient sur les rues mouillées, et je suis resté assise là à regarder le monde continuer à bouger tandis que le mien semblait en pause, attendant de voir de quel côté tout cela irait. En entrant dans le parking de l'immeuble de l'avocat, je suis resté assise quelques instants, mes mains reposant sur le volant avant de sortir sous la bruine. Le bureau de l'avocat était silencieux, l'odeur de café et de papier m'enveloppant alors que je prenais place en face de son bureau. C'était un homme calme, plus âgé, avec des yeux fatigués qui avait vu trop de familles se déchirer à cause de paperasse et de secrets. Il m'a demandé d'expliquer, alors je l'ai fait, lui montrant les impressions, faisant glisser les relevés, et ouvrant mon ordinateur portable pour afficher les fichiers que j'avais sauvegardés. Ses yeux parcouraient chaque page, son stylo tapotant légèrement contre le bureau. « Odelin, c'est un abus manifeste, dit-il, remontant ses lunettes sur l'arête de son nez, me regardant droit dans les yeux d'une manière qui me fit me sentir vue mais aussi petite. Il utilise vos biens sans votre consentement, et il y a des protections que nous pouvons mettre en place immédiatement. Il m'expliqua comment nous pouvions ouvrir un compte séparé, comment je pouvais sécuriser ce qui restait avant que cela ne disparaisse aussi, et comment documenter le schéma aiderait si cela allait au tribunal. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je prenais des notes, hochant la tête, répétant les instructions pour qu'elles restent gravées dans ma mémoire. Il fit une pause, sortit un dossier et l'ouvrit lentement. « Il y a autre chose », dit-il en faisant glisser une copie d'un document sur le bureau. Mon nom y figurait, ma signature en bas, autorisant un transfert de fonds vers un compte au nom de Quillon. Mon estomac se serra, les bords du papier devenant flous un instant. J'ai pressé mon pouce sur la table pour m'ancrer. « Je n'ai jamais signé ça », ai-je murmuré, entendant ma voix se briser mais refusant de la laisser se rompre davantage. Sa voix était ferme, contrôlée. La falsification n'est pas rare dans ces situations, Odelin. Nous pouvons contester cela, et nous le ferons. Sa confiance était une petite bouée de sauvetage, et je m'y suis accroché, la laissant me ramener dans la pièce, dans le présent. Quand j'ai quitté le bureau, la pluie s'était transformée en une fine brume, s'accrochant à mes cheveux et à mon manteau alors que je sortais dans la rue. Je ne me suis pas précipité vers la voiture. Je suis resté là à respirer, laissant l'eau froide s'infiltrer dans ma peau. Je me suis souvenu de la fois où Quillon m'avait tenu la main lors d'une fête de rue, me disant qu'il me protégerait, que nous construirions une vie ensemble, dans la maladie comme dans la santé. Les mots rejouaient dans mon esprit, vide maintenant, leur écho plus froid que la pluie. En rentrant chez moi en voiture, j'ai regardé la ville défiler, les cafés et les petites boutiques bordant les rues, les gens vaquant à leurs occupations tandis que ma vie semblait se démanteler morceau par morceau. Le poids de ce que j'avais appris pesait sur moi, mais en dessous, une petite flamme de quelque chose d'autre brûlait et une détermination silencieuse, un rappel que j'étais toujours là. À la maison, j'ai enlevé mon manteau mouillé, je l'ai accroché au crochet près de la porte, et je me suis dirigé vers la petite table près de la fenêtre. J'ai sorti le carnet de croquis de ma mère, feuilletant les pages jusqu'à trouver l'endroit où j'avais caché la clé USB, vérifiant qu'elle était toujours là, toujours en sécurité. Je l'ai glissée plus profondément dans la couverture, m'assurant qu'elle ne tomberait pas, et j'ai reposé doucement le livre sur la table. Je savais que je ne pouvais pas laisser la colère prendre le dessus. La colère était bruyante, et le bruit pouvait devenir désordonné. Je devais être intelligente. Je devais rester silencieuse pour l'instant. Le ciel commençait à s'assombrir de nouveau quand j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis retourné lentement, voyant Quillon se tenir là, une valise à la main, les marques de bronzage évidentes là où ses manches de chemise se terminaient. Il a laissé tomber le sac près de la porte et m'a regardé, un sourire en coin se dessinant sur sa bouche. « Tu es toujours là, dit-il, son ton dégoulinant de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. J'ai levé les yeux de mon carnet de croquis, croisant son regard, et j'ai laissé échapper un souffle, calme et posé. Pour l'instant, ai-je répondu, les mots flottant entre nous comme une promesse. Après qu'il a laissé tomber ce sourire en coin et s'est éloigné, la maison s'est installée dans un silence qui semblait plus épais que les nuages d'orage qui s'accumulaient dehors. Je suis resté dans le salon pendant un moment,
faisant semblant de lire le carnet de croquis de ma mère, tournant des pages que je ne voyais pas vraiment, écoutant le bruit des pas de Quillon à l'étage, le craquement du vieux plancher trahissant ses allées et venues. Il était tard quand j'ai finalement bougé, l'horloge sur le mur clignotant après minuit, lorsque je suis entré dans le couloir pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Je me suis arrêté près de la porte de la chambre d'amis quand j'ai entendu la voix de Quillon, basse mais assez claire à travers le bois mince. « Elle est toujours là, Vespé » disait-il, l'impatience transparaissant à travers son calme forcé. « Oui, je sais, mais ça ne durera plus très longtemps. Nous devons juste attendre qu'elle s'épuise. » J'ai pressé mon dos contre le mur, le souffle coupé, l'air frais de la bouche d'aération au-dessus de moi me faisant frissonner. La voix de Vespé, étouffée mais vive, a percé ensuite. « Ne sois pas négligent, Quillon. Nous sommes arrivés jusqu'ici. » Il y eut une pause, et je l'imaginais faisant les 100 pas, passant une main dans ses cheveux comme il le faisait quand quelque chose n'allait pas dans son sens. « Je ne suis pas négligent, » lança-t-il avant de baisser à nouveau la voix. « Contente-toi de tenir le coup jusqu'à ce qu'elle soit partie. » Mes doigts se sont enfoncés dans la jointure du mur, la peinture s'écaillant sous mes ongles. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'appel, les pas s'éloignant, une porte se fermant doucement. Je me suis détaché du mur et me suis glissé silencieusement dans la cuisine, ouvrant le robinet juste assez pour remplir un verre et noyer le bruit de mes respirations tremblantes. J'ai à peine dormi, mon esprit tournant autour de ces mots comme une bombe qui refuse de se vider. Quand la maison est devenue silencieuse, je me suis glissé dans le bureau de Quillon, allumant la petite lampe, la lumière se répandant sur le bureau en désordre. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs, cherchant n'importe quoi, n'importe quel morceau de vérité auquel je pouvais m'accrocher. Le troisième tiroir a résisté un instant avant de céder, révélant une pile de dossiers et d'enveloppes. J'ai feuilleté jusqu'à trouver un en-tête de lettres qui m'a serré la poitrine, une police d'assurance, mon nom tapé proprement, désignant Quillon comme seul bénéficiaire. Ma main s'est portée à ma gorge, frottant l'endroit où mon collier reposait autrefois, une habitude que je n'avais pas perdue même après avoir vu Vespé le porter sur cette photo. La police était datée de quelques semaines avant mon diagnostic. Mes genoux ont presque fléchi, et j'ai dû m'agripper au bureau pour rester debout. Je ne sentais plus le sol. Toute la pièce semblait basculer. Il planifiait ma mort avant même que je sache que j'étais mourante. Je suis tombé sur le sol, le papier se froissant dans ma poigne alors que je me recroquevillais autour du carnet de croquis de ma mère, le serrant comme un enfant serrait un ours en peluche. « Maman, qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je murmuré, les larmes coulant enfin, chaudes sur mes joues alors que je les pressais contre le bois frais du sol. Un éclair a zébré le ciel, illuminant la pièce une fraction de seconde, me rappelant que le monde continuait de bouger, que l'orage arrivait toujours, que je sois prête ou non. Je suis resté allongé, écoutant le tonnerre gronder sur la maison, le laissant noyer le son de mes sanglots silencieux. Le matin est venu, lent et gris, la lumière se faufilant à travers les rideaux. Mes yeux étaient gonflés, mais je me suis relevé, essuyant mon visage avec la manche de mon pull. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le quartier était humide et silencieux, de petites flaques d'eau sur la rue reflétant le ciel délavé. Je me suis souvenu de la façon dont Quillon m'apportait le café le matin, en disant « On va gérer ça, chérie », avant de partir au travail, de la façon dont il m'embrassait le sommet de la tête comme si c'était la promesse la plus facile au monde à tenir. J'ai fermé les yeux, laissant ce souvenir s'estomper. En retournant à la cuisine, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro du cabinet de mon médecin. Quand l'infirmière a répondu, j'ai dit « Je voudrais programmer un plan de traitement ». Ma voix était ferme, même si mes mains ne l'étaient pas. Elle m'a demandé si j'étais sûr, me rappelant doucement que ce serait difficile. J'ai baissé les yeux sur le carnet de croquis, me souvenant de la note que ma mère avait glissée à l'intérieur, « Vis pleinement, même quand ça fait mal ». J'ai dégluti, gardant cette pensée près de moi. « Oui », ai-je dit. « J'en suis sûr. » J'ai raccroché et je suis allé dans le salon, m'enfonçant dans le canapé, sentant le calme de la maison s'installer autour de moi comme une seconde peau. Je ne me battais plus seulement pour leur faire du dépit. Je me battais pour moi, pour chaque partie de moi qui voulait encore vivre. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai levé les yeux pour voir Quillon entrer, secouant la pluie de sa veste, ses yeux rencontrant les miens alors qu'il posait ses clés avec un tintement. « Tu prépares quelque chose ?» a-t-il demandé, les sourcils levés de cette manière qui me faisait sourire avant que je sache ce qui se cachait derrière. Je n'ai pas détourné le regard. « Oui », ai-je répondu, ma voix calme, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il cligne des yeux et se détourne. Plus tard cet après-midi-là,
Je me suis retrouvé sous les portes automatiques de Saint-Davidès, l'odeur d'antiseptique et de pluie se mélangeant dans l'air alors que j'entrais. Mes chaussures ont grincé sur le sol, et pendant un instant, j'ai eu envie de faire demi-tour, de courir sous la bruine et de prétendre que rien de tout cela n'arrivait. Mais j'ai resserré ma prise sur le carnet de croquis de ma mère, le pressant contre mes côtes, et j'ai continué à marcher. L'infirmière à l'accueil m'a souri gentiment en m'enregistrant, et j'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour parler. Mes jambes semblaient lourdes alors qu'elle me conduisait à la salle de perfusion, où des rangées de fauteuils étaient disposées en cercle autour d'un poste central. Des inconnus occupaient certains des fauteuils, des couvertures drapées sur leurs genoux, des pieds à perfusion bourdonnant silencieusement à côté d'eux. J'ai choisi un fauteuil près de la fenêtre, où le ciel gris offrait un reflet de ce que je ressentais à l'intérieur. Quand l'infirmière a placé la ligne intraveineuse dans mon bras, le froid de la solution saline m'a fait frissonner, mais j'ai serré la mâchoire et me suis concentré sur le goutte-à-goutte régulier. L'infirmière m'a pressé l'épaule, m'offrant un petit sourire rassurant avant de passer au patient suivant. C'était la première chaleur que je ressentais depuis des semaines, et elle s'est installée en moi comme une petite braise. « Vis, Audelin, vis », me suis-je murmuré, fermant les yeux. Les mots de ma mère résonnaient en moi, me rappelant que je n'avais pas encore terminé. Les heures ont passé, le silence ponctué seulement par le bip des machines et les conversations occasionnelles et douces entre les infirmières et les patients. J'ai feuilleté le carnet de croquis de ma mère, traçant les lignes de ses dessins avec mon doigt, me souvenant de la façon dont elle fredonnait en dessinant, une douce mélodie qui rendait tout plus sûr. Une fois la perfusion terminée, j'ai essayé de me lever, mais la pièce a tourné, me forçant à m'agripper à la coudoir jusqu'à ce que le vertige passe. L'infirmière est revenue, m'aidant à me lever, sa main ferme sous mon coude alors qu'elle me guidait vers la salle de bain. À l'intérieur, je me suis penché sur le lavabo, la nausée se tordant dans mon estomac jusqu'à ce que je ne puisse plus la retenir. J'ai vomi, mes genoux fléchissant alors que je m'accrochais au comptoir. Quand ce fut fini, j'ai ouvert le robinet, prenant de l'eau dans mes mains pour rincer l'amertume de ma bouche. En relevant la tête, j'ai regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, les yeux cernés de rouge, les cheveux humides de sueur. Mais pour la première fois, je n'ai pas vu quelqu'un de vaincu. J'ai vu quelqu'un qui se battait. Rentrer à la maison a été plus difficile que prévu. Chaque secousse sur le trajet du retour était comme un couteau dans mon flanc, et au moment où j'ai franchi la porte d'entrée, j'étais prête à m'effondrer. Quillon était dans la cuisine, appuyé contre le comptoir avec un verre de whisky, me regardant d'un air ennuyé. « Dure journée ?» a-t-il demandé, inclinant son verre vers moi. Je l'ai ignoré, me dirigeant directement vers la salle de bain pour prendre mes médicaments. Mais quand j'ai ouvert l'armoire, les flacons avaient disparu. J'ai vérifié le tiroir, le comptoir, même la poubelle, espérant que j'étais juste paranoïaque. Mais ils étaient là, au fond de la poubelle, cachés sous des serviettes en papier et des emballages vides. « Tu cherches quelque chose ?» La voix de Quillon venait du couloir, désinvolte, presque amusée. Je me suis retourné lentement, croisant son regard. « Tu trouves ça drôle ?» Il a haussé les épaules, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Peut-être que tu les as égarés. » Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient alors que je récupérais les flacons, les essuyant avant de les emporter dans ma chambre. Je me suis assise sur le bord du lit, les serrant contre ma poitrine, respirant profondément pour calmer la tempête qui montait en moi. Le lendemain matin, je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté un petit coffre-fort. En rentrant à la maison, je l'ai placé à côté de mon lit, j'y ai mis les médicaments et je l'ai verrouillé d'un clic qui a résonné dans la pièce. J'ai jeté un regard à Quillon, qui était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Et c'est pour voir », ai-je dit doucement, mais il y avait une fermeté dans ma voix qui m'a même surprise. Il a levé les yeux, haussant un sourcil, mais n'a pas dit un mot. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, serrant le carnet de croquis de ma mère, l'épuisement me tirant vers le bas tandis que la pluie tapotait contre la fenêtre. Le sommeil est venu par fragments, des rêves de ma mère dessinant des fleurs à la table de la cuisine, sa voix douce murmurant, « Continue, ma chérie ». La chaleur de sa présence m'a enveloppé, me donnant la force dont j'avais besoin pour affronter un autre jour. Je me suis réveillé à l'aube, la maison enveloppée dans le silence lourd qui précède l'arrivée d'un orage. La pluie s'était arrêtée pour le moment, laissant l'air épais et plein d'attente. Je pouvais entendre Quillon se déplacer dans le couloir, le faible craquement des lattes de plancher suivi du léger clic de la porte d'entrée. Je suis resté au lit, écoutant l'écho de sa voiture quittant l'allée, laissant le vide de la maison s'installer autour de moi comme une seconde peau.
Je me suis levé lentement, chaque pas prudent alors que je me dirigeais vers la cuisine pour faire du café. La tasse a réchauffé mes mains, et pendant quelques instants, je me suis permis d'exister simplement, la chaleur manquant alors que je regardais les branches dégoulinantes se balancer dans la brise. Mais la paix n'a pas duré. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, le numéro masqué. J'ai hésité avant de répondre, le pressant contre mon oreille sans dire un mot. Une voix rauque a parlé, basse et rapide. Vérifie ton coffre-fort. Il agit vite. Puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le bourdonnement du réfrigérateur fort dans le silence, cette seule phrase rebondissant dans mon esprit. Mon coffre-fort. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite boîte en métal rangée au fond du placard de la chambre, contenant le peu qui était vraiment à moi, les croquis de ma mère, le testament qu'elle avait mis à jour avant de mourir, quelques petites obligations d'épargne, et une poignée de lettres qu'elle m'avait écrites au fil des ans. J'ai posé mon café, mes mains tremblant juste assez pour renverser quelques gouttes sur le comptoir. J'ai nettoyé, me déplaçant lentement, laissant mon esprit s'éclaircir. Si Quillon prévoyait de prendre ce qui restait de moi, je n'allais pas rester là à regarder. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu dans un petit magasin d'électronique niché entre une laverie et un restaurant familial. L'homme derrière le comptoir a à peine levé les yeux lorsque j'ai demandé une petite caméra à déclenchement de mouvement, quelque chose de facile à cacher. Il a fait glisser une boîte sur le comptoir, et j'ai payé en espèces, la glissant dans mon sac à main avant de rentrer chez moi. Ce soir-là, j'ai installé la caméra, l'orientant vers le placard où se trouvait le coffre-fort, caché sous une pile de vieilles couvertures. J'ai testé l'angle sur mon téléphone, l'ajustant jusqu'à ce que je sois certaine qu'elle capturerait quiconque ouvrirait cette porte. Puis j'ai attendu. Les heures s'éternisaient, le tic-tac de l'horloge sur le mur semblant plus fort que la pluie qui avait recommencé, tapotant contre les fenêtres comme des doigts impatients. J'ai fait semblant de lire, tournant les pages sans voir les mots, mes oreilles tendues pour tout bruit venant du couloir. Il était près de minuit quand j'ai entendu la porte s'ouvrir doucement. J'ai appuyé sur l'écran de mon téléphone, le flux de la caméra s'animant dans l'obscurité. Il était là, Quillon, se déplaçant silencieusement dans la pièce, la lampe de poche de son téléphone illuminant le placard. Mon souffle s'est coupé alors que je le regardais écarter les couvertures et tourner le cadran du coffre-fort, son visage calme, presque ennuyé. Il l'a ouvert, sortant le carnet de croquis de ma mère, feuilletant les pages avant de le glisser dans la poche de son manteau. Puis il a replongé la main à l'intérieur, sortant le dossier de documents, s'arrêtant pour en lire un avant de le ranger. J'ai vu le sourire en coin sur son visage alors qu'il fermait le coffre-fort, lissant les couvertures par-dessus avant de se tourner pour partir. J'ai arrêté l'enregistrement, ma main serrant le téléphone si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. Des larmes ont piqué mes yeux, mais je les ai refoulées, inspirant et expirant, lentement et de manière mesurée, jusqu'à ce que le tremblement de mes mains cesse. Pas cette fois, ai-je murmuré dans la pièce vide, ma voix plus ferme que je ne me sentais. J'ai transféré la vidéo sur un disque sécurisé, l'enfermant dans le petit coffre-fort que je gardais caché dans le garde-manger de la cuisine. Je n'étais pas encore prête à l'utiliser, mais je le serais. La preuve était là, et maintenant ce n'était plus qu'une question de temps. Alors que je retournais dans le salon, Quillon était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, les yeux plissés. « Tu n'étais pas censé voir ça, dit-il, son ton désinvolte, mais la tension dans sa mâchoire le trahissait. J'ai soutenu son regard, le cœur battant, mais le visage calme. Et tu n'étais pas censé le prendre. Je n'ai pas scié en le regardant droit dans les yeux, le téléphone à la main, la vidéo jouant sur l'écran entre nous. Le sourire en coin de Quillon vacilla quand il entendit le clic du coffre-fort, le bruit des papiers froissés, sa propre voix fredonnant doucement alors qu'il empochait le carnet de croquis de ma mère. Pendant un instant, le seul son dans la pièce fut la pluie tapotant contre la fenêtre. « Tu vas rendre tout ce que tu as pris, dis-je, ma voix calme, ou je porterai ça à la police. » Son rire fut sec, forcé. « Tu n'oserais pas, Audelin. Tu tiens à peine debout. Tu crois qu'ils te croiront plutôt que moi. » Je n'ai pas cligné des yeux. Et c'est pour voir. Il me regarda un instant de plus, la mâchoire contractée comme s'il voulait cracher quelque chose de cruel, mais tout ce qu'il fit fut de ricaner et de quitter la pièce, la porte claquant derrière lui. Cette nuit-là fut agitée. Je suis resté dans le salon, les lumières basses, les ombres changeant avec chaque voiture qui passait dehors. J'ai serré le carnet de croquis de ma mère contre moi, sentant son poids, me souvenant de la façon dont elle s'asseyait avec moi à la table de la cuisine, dessinant pendant que je faisais mes devoirs.
C'était plus que du papier. C'était sa voix me disant de continuer, de rester droite, même quand le monde voulait que je me fasse toute petite. Le matin, je me suis déplacée silencieusement dans la maison, prudente, regardant Quillon se déplacer dans la cuisine avec la même fausse désinvolture qu'il portait toujours. Il fredonnait en préparant son café, faisait défiler son téléphone comme si rien n'avait changé, comme s'il ne venait pas d'être surpris en train de voler la femme qu'il avait juré de protéger. J'ai quitté la maison pour me vider la tête, marchant dans la rue, laissant l'air vif du matin dissiper le brouillard dans mon esprit. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé parti. La porte d'entrée était restée entr'ouverte comme s'il ne pouvait pas prendre la peine de la fermer. Je l'ai senti avant de le voir, le changement dans l'air, le vide creux. J'ai d'abord vérifié nos comptes. Mes mains tremblaient en faisant défiler les transactions, voyant les soldes à zéro, les transferts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Tout avait disparu. Chaque dollar que nous avions épargné, chaque centime que je pensais que nous avions pour couvrir mon traitement, pour payer la maison, pour me maintenir à flot. Disparu. On a frappé plus tard dans l'après-midi. Une lettre recommandée m'a été remise par le livreur qui n'a même pas voulu croiser mon regard. Je l'ai déchirée sur le porche, les mots devenant flous alors que je lisais que Quillon avait déposé un rapport de fraude à mon nom, affirmant que j'avais vidé nos comptes, que j'étais instable, inapte et incapable de gérer les finances en raison de mon état. Je suis resté assise dans la voiture pendant un long moment, la lettre froissée dans mon poing, des larmes coulant sur mon visage alors que je réalisais jusqu'où il était prêt à aller. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une destruction délibérée et calculée de ma vie. Mon corps a été secoué par un spasme, les sanglots me déchirant avant que je puisse les ravaler. C'était comme si chaque os de mon corps se brisait. Mais je ne l'ai pas laissé durer. Je ne pouvais pas. Je me suis essuyé le visage avec la manche de mon pull, inspirant et expirant jusqu'à ce que le monde redevienne net. Je n'avais pas terminé. Pas encore. Il voulait que je craque, que j'abandonne, que je me soumette et le laisse gagner parce que c'était plus facile. Je ne lui donnerai pas ça. Je me suis rendu au bureau de mon avocat, les nuages se déchirant au-dessus de ma tête, une fine tranche de soleil perçant comme si le monde me rappelait qu'il restait de la lumière pour laquelle se battre. Je suis entré, les épaules droites, mais pas fermes, même si mes jambes semblaient être de plomb. Je me suis assise en face de mon avocat, sortant le disque avec la vidéo, les documents que j'avais sauvegardés, les faisant glisser sur le bureau sans un mot. Il a branché le disque, ses yeux croisant les miens alors que la vidéo jouait, le son de Quillon fouillant dans mes affaires remplissant le bureau silencieux. Quand la vidéo s'est terminée, mon avocat s'est penché en arrière, ses yeux se plissant de concentration. Avec ça, nous pouvons le faire tomber. J'ai pris une profonde inspiration, la laissant s'installer au plus profond de mes poumons, la sentant remplir les espaces vides que Quillon avait essayé de creuser. Ma voix était ferme quand j'ai répondu, alors, commençons. J'ai resserré ma prise sur le carnet de croquis de ma mère, sentant le grain de sa couverture usée sous mes doigts en entrant dans le palais de justice. L'air à l'intérieur était froid, sentant légèrement la poussière et le vieux café, le faible bourdonnement des pas et des conversations murmurées m'entourant. Je portais une simple robe bleu marine, du genre qu'on pourrait ignorer dans une foule, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour être vu. J'étais là pour être entendu. Quillon et Vespé étaient déjà assis quand je suis entré dans la petite salle d'audience, leur avocat feuilletant une pile de papiers avec une arrogance étudiée. Vespé ne voulait pas croiser mon regard, ses doigts dansant le long de la chaîne d'un collier qui n'était pas le sien. Quillon s'est adossé à sa chaise, son sourire en coin une fine ligne alors qu'il lui chuchotait quelque chose, faisant se tendre ses épaules. Je ne me suis pas assise immédiatement. Je suis resté debout derrière la chaise, prenant une lente inspiration, laissant le moment s'étirer, me rappelant pourquoi j'étais là. Puis je me suis assise, rencontrant le regard de Quillon avec un calme constant. Son sourire en coin a légèrement vacillé. Le juge est entré et nous nous sommes tous levés, les mouvements rituels semblant lourds mais ancrants. Mon avocat a commencé à parler, sa voix calme et claire, coupant à travers les objections de l'avocat de Quillon avec une autorité tranquille. J'ai laissé les mots me submerger pendant qu'il discutait des comptes bancaires, des fonds manquants et des fausses accusations que Quillon avait déposées contre moi. Puis est venu le moment que j'attendais. L'avocat de Quillon s'est levé, son ton suffisant, exigeant que le contrôle des biens matrimoniaux restants soit transféré à Quillon, citant mes problèmes de santé et ma prétendue instabilité financière. J'ai entendu l'expiration brusque de Vespé, j'ai vu la mâchoire de Quillon se contracter dans l'attente. Mon avocat ne m'a pas regardé en sortant un mince dossier et en le remettant au juge.
Votre honneur, voici la documentation d'un compte en fiducie établi des mois avant les problèmes allégués, protégeant les actifs de Madame Audelin en cas de faute financière. La fiducie est légalement sécurisée et séparée, et Monsieur Quillon n'y a aucun droit. Un silence s'est abattu sur la salle d'audience. Le visage de Quillon s'est vidé de sa couleur, la réalité s'installant avec une clarté brutale. Les yeux de Vespey se sont tournés vers lui, la confusion et la peur tourbillonnant alors qu'elle réalisait que le jeu avait changé, que leur plan pour me vider avait heurté un mur qu'ils n'avaient pas vu venir. L'avocat de Quillon a bafouillé, feuilletant des papiers, cherchant une réfutation qui n'existait pas. J'ai senti le tremblement dans mes mains, mais je les ai pressés à plat contre la table, m'ancrant. Je n'avais pas encore terminé. J'ai sorti mon téléphone, l'écran s'illuminant alors que j'ouvrais le fichier audio. La voix de Vespey, pâteuse à cause d'un excès de vin, a rempli la salle d'audience, ses mots vifs et accablants. Ce n'est pas comme si elle allait être là pour toujours. On peut le vider, Quillon. Elle est trop faible pour se battre. Chaque syllabe a résonné, chaque mot une autre fissure dans le masque qu'il portait. La main de Vespey a volé à sa bouche, ses yeux écarquillés, secouant la tête comme si elle pouvait le reprendre. Quillon s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol, son visage pâle, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortant. Les yeux du juge se sont plissés, le poids de l'enregistrement flottant dans l'air. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, j'ai juste laissé la vérité remplir la pièce. Les laisser la sentir. L'avocat conseillant Quillon s'est penché, chuchotant quelque chose de sec, et j'ai saisi les mots, c'est fini, avant que les épaules de Quillon ne s'affaissent, son visage se tordant en quelque chose de laid et de vaincu. J'ai fermé les yeux un instant, inspirant, laissant la lourdeur se lever juste un peu. J'ai murmuré, c'est enfin fini. Quand j'ai ouvert les yeux, le juge appelait à l'ordre, la pièce se remettant en mouvement autour de moi. Mais pour ce bref instant, il y avait eu le silence. Et dans ce silence, il y avait la paix. Plus tard, je me suis retrouvé à l'hôpital, l'odeur familière d'antiseptique m'accueillant alors que j'entrais dans ma chambre. J'étais fatigué, du genre de fatigue qui s'installe profondément dans les os, mais il y avait une légèreté dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Alors que je m'installais dans le lit, le carnet de croquis de ma mère reposant sur la table à côté de moi, je l'ai vu dans le fauteuil en face de moi, tel que je me souvenais d'elle calme, gentille, un crayon à la main, dessinant des fleurs en levant les yeux et en souriant. Prête à rentrer à la maison, ma chérie, a-t-elle demandé doucement. Je lui ai souri en retour, les larmes brouillant ma vision. Presque, maman. Presque. La lumière du matin filtrait doucement à travers les stores, réchauffant le bord des draps blancs alors que j'ouvrais les yeux. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un rêve. Mais était assise là, adossée à la chaise près de mon lit d'hôpital, ses cheveux glissés derrière une oreille, ce carnet de croquis posé sur ses genoux. Elle a croisé mon regard et l'a soulevé doucement, presque comme une question. « Maman, j'ai pensé que tu voudrais le récupérer, » dit-elle, sa voix calme, posée, comme si elle l'avait répété en chemin. Ma main l'a atteint avant que mon esprit ne rattrape complètement, le bout de mes doigts effleurant la couverture en cuir usé. Chaque égratignure, chaque coin adouci portait les échos des années que j'avais vécues et des mains qu'il avait tenues avant les miennes. J'ai fermé les yeux, me souvenant de la façon dont ma mère me mettait ce carnet de croquis dans les mains les jours difficiles, en me disant, si tu ne peux pas le dire, dessine-le. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bip du moniteur et du doux bourdonnement de l'air circulant dans la ventilation. J'ai laissé le souvenir de la trahison me submerger, non pas pour le laisser gagner, mais pour reconnaître qu'il avait été réel. Quillon et Vespey. La trahison qui m'a presque noyé. Les regards sur leur visage quand ils ont réalisé que le jeu était terminé. Leur chute était une justice froide, mais elle n'effaçait pas la piqûre. Elle n'effaçait pas les nuits seules, la douleur, ou la peur qui m'avait tenu éveillé, comptant chaque souffle comme si c'était peut-être le dernier. J'ai levé les yeux vers May, qui n'avait pas bougé, attendant que je parle. Le poids dans ma poitrine semblait différent maintenant, non pas la tension de la défaite, mais la douleur des blessures qui guérissaient lentement, honnêtement. Je veux rentrer à la maison, ai-je finalement dit. Je veux m'asseoir dans mon jardin, entendre le vent dans les arbres, et dessiner. Je veux vivre, mais... Quelle que soit la durée, je veux qu'elle soit mienne. Ses lèvres ont tremblé en un sourire, et elle a hoché la tête, une larme glissant sur sa joue avant qu'elle ne l'essuie. Alors, rentrons à la maison, maman. L'hôpital m'a laissé sortir cet après-midi-là. L'infirmière qui m'a aidé à m'habiller et à monter dans le fauteuil roulant m'a tenu la main un instant,
en disant « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Madame Audelin ». J'ai souri, fatigué mais sincère, laissant les mots s'installer dans un endroit en moi qui était vide depuis trop longtemps. Mais nous a ramenés à la maison, les rues d'Austin défilant, lumineuses et vivantes dans l'air printanier. J'ai regardé le monde passer, les familles dans les parcs, les couples promenant leurs chiens, l'homme au coin de la rue vendant des fleurs. La vie continuait avec tout son bruit et ses couleurs, et j'étais toujours là pour le voir. À la maison, Mai m'a aidé à aller dans le jardin, m'installant dans la vieille chaise en bois près des rosiers. Je pouvais sentir la terre humide, l'odeur des fleurs qui commençaient à peine à s'ouvrir, la promesse de vie dans chaque souffle. Le carnet de croquis reposait sur mes genoux, les pages chuchotant alors que je les feuilletais, des pages vides qui attendaient. Ils ont essayé de tout me prendre, dis-je, ma voix douce mais inébranlable, mais ils ont oublié qui je suis. J'ai regardé Mai, qui était assise en face de moi sur le petit muret de briques, les mains jointes, les yeux fixés sur les miens. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle savait. J'ai ouvert le carnet de croquis à une page blanche, ramassant le crayon qui avait roulé dans le pli. Il tenait bien dans ma main, une réappropriation silencieuse de quelque chose qui avait été mien bien avant que Quillon et Vespé n'essaient de me le retirer. Le jardin était silencieux, à l'exception du bruissement des feuilles et du chant occasionnel d'un oiseau, une symphonie de vie douce qui manquerait dans le moment présent. J'ai tracé la première ligne, puis une autre, le crayon glissant sur la page comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Chaque trait était un rappel, j'étais là. J'étais vivante. Ce temps était le mien, peu importe combien il m'en restait. La voix de Mai a brisé le silence, douce mais certaine. Maman, tu es vraiment de retour. J'ai levé les yeux, les larmes brouillant les contours du jardin, les fleurs, le ciel bleu au-dessus. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge en murmurant, j'ai encore du temps, et il est à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai senti.